Bonsoir Jean-Christophe Ruffin. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes historien, écrivain, diplomate, ancien ambassadeur de France au Sénégal, académicien. Et vous avez écrit notamment Katiba, qui racontait cette progression des mythes islamistes et de la CMI. Et puis vous venez de publier Le Grand Cœur chez Gallimard, donc qui est tout à fait une autre histoire. On y reviendra tout à l'heure. La situation au Mali. Le pays est soumis à une double pression. D'une part, un coup d'État militaire dans la capitale, une junte militaire qui a l'air très fragile, puisqu'elle a été débordée par les Touaregs alliés aux islamistes qui sont en train de conquérir, qui ont conquis la moitié nord du pays. Est-ce qu'on pouvait s'en douter? Est-ce que c'était un pays stratégique où nous, Français, on faisait très attention à ça? Mais je pense que depuis quelques années, on savait que le Mali, c'était un peu le ventre mou de cette région du monde. On a pris conscience quand même, au fil des ans, et avec les otages notamment, je vous rappelle qu'il y a toujours des otages aux mains d'AQMI, on a pris conscience Al-Qaïda, Maghreb islamique. Voilà, que ces groupes étaient très dangereux, qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent avec ces prises d'otages. Ils ont énormément de moyens maintenant. S'ajoute à ça les moyens qui viennent de la guerre en Libye, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre en Libye a disséminé des armes, les arsenaux de Kadhafi, les armes qui ont été fournies aux rebelles, etc. Donc on sait que cette zone était une zone de turbulence et qu'au sein de cette zone, le Mali était de toute façon le maillon faible. Ce qui n'était peut-être pas évident, quoique on pouvait, je pense, s'en douter, c'est qu'il soit si faible. C'est-à-dire que le président ATT, qui a quand même une part de responsabilité très importante, parce qu'on le présente comme une victime. C'est vrai, c'est la victime du coup d'État, mais enfin, depuis des années, il nous balade, c'est-à-dire qu'il explique qu'il ne peut rien faire, qu'il n'a pas les moyens, il utilise des moyens indirects, il a beaucoup tergiversé, et puis finalement, il a fini par être emporté par la vague. Et je crois donc des militaires qui sont jeunes et qui veulent prétendument lutter contre la corruption et qui se présentent comme ça. Oui, mais bon, je pense qu'ils sont sincères. Je pense qu'ils sont très maladroits, que ça tombe très mal, leur affaire, mais qu'en même temps, ils sont sincères. En même temps, ce qui est incompréhensible, c'est qu'effectivement, ça se passe quelques semaines avant une échéance électorale, mais qu'il y ait une exaspération de l'armée face à une impuissance organisée, on pourrait dire, depuis des mois, des années, ça n'est pas une surprise. Ce qui est une surprise, c'est que ATT, le président malien, soit tombé aussi facilement, aussi vite, et surtout que la junte en question soit aussi faible. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent faire en réalité. Alors c'est ce qui a permis du coup cette offensive Touareg alliée aux islamistes. C'est ça qui est important parce que ce soir, il faut le dire, donc Alain Juppé, il y a l'ONU qui va sans doute faire une déclaration sur le Mali et la France est très active et le message de la France, c'est il faut que l'ONU mentionne le péril islamiste au Sahel et contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà. Oui, mais alors, je pense que là, il ne faut pas confondre, disons, nos problèmes politiques internes et puis cette situation. Cette situation, elle est très compliquée parce que les Touaregs, effectivement, c'est un peuple saharien qui s'étend dans l'ensemble de cette zone saharienne, qui a des revendications territoriales, c'est-à-dire qu'eux veulent effectivement un État, ou en tout cas une région très autonome. Au nord, donc. Au nord, dans cette zone désertique, cet immense Sahara qui est grand comme l'Europe. Et puis, avec eux, mais avec un tout autre programme, vous avez effectivement des groupes islamistes armés, les uns avec, je dirais, un but local qui est d'imposer la charia au Mali, et d'autres avec un but plus mondial, qui sont ceux qui se réclament d'Al-Qaïda, qui prennent des otages et qui en fait veulent frapper, c'est ce qu'ils disent, la France, l'Occident, etc. Donc ils ne sont pas du tout intéressés, eux, à conquérir un territoire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre dans une zone qu'on parle d'eux, puis ils veulent vivre dans une zone qui n'est dans la dépendance de personne, comme ils le faisaient, comme Ben Laden le faisait en Afghanistan sous les talibans. Eux, ils sont très bien nichés dans une zone de chaos. Ça leur va très bien. Donc, si vous voulez, il y a au fond, trois programmes différents, trois agendas, comme les anglo-saxons, différents. Les Touaregs qui veulent leur autonomie, mais qui s'arrêteront au fleuve Niger, qui n'iront pas plus bas. Les islamistes locaux maliens qui, eux, veulent imposer la charia dans le pays. Et puis ces groupes islamistes à finalité plus mondiale, je dirais, qui se réclament d'Al-Qaïda et qui sont cachés au milieu de Alors, pourquoi cette alliance avec les Touaregs? Parce que c'est une zone aussi dans laquelle il y a eu beaucoup de trafic et où ils étaient présents, voilà, entre les Touaregs et les islamistes, je veux dire. Oui, mais alors le Sahara, c'est un désert où il y a beaucoup de monde. Ouais.
C'est un désert où il passe énormément de valeurs. C'est-à-dire que vous avez les trafics, autrefois c'était les trafics, enfin ça existe toujours, de cigarettes, maintenant il y a les trafics de cocaïne qui passent par là, les trafics d'êtres humains, de tout. Et depuis déjà des années, ces groupes, en fond, se sont autonomisés. En réalité, ils sont chez eux. Ils font payer des tributs aux gens qui passent. Ils font payer des sortes de péages, si vous voulez. Ils prennent des otages. Ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Et ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Par exemple, les otages français qui ont été pris ont parfois été aux mains de groupes locaux, notamment Touareg, qui ont pu les revendre ensuite à des groupes plus radicaux. Il y a une espèce de synergie. Ça nous paraît curieux, nous, mais si vous voulez, c'est un peu comme... C'est des logiques d'économie de guerre dans des zones où on vit du trafic et on vit de la criminalité de guerre. La Libye, ce soir, beaucoup d'observateurs affirment à l'origine du soulèvement Touareg, la révolution libyenne. Certainement. Et le fait d'avoir peut-être ouvert la boîte de Pandore. Enfin voilà, c'était évident qu'il fallait faire tomber Kadhafi, en tout cas qu'il tombe, mais en l'occurrence... Ce qui était évident, c'est qu'il fallait protéger les populations à un certain moment. Ce qui est certain, c'est qu'en prenant comme axe de faire tomber Kadhafi, on s'est enfermé dans une guerre qui ne pouvait être que totale contre lui, donc en utilisant tous les moyens. Et un certain nombre d'entre nous, et j'en fais partie, ont à ce moment-là, mais on n'a pas été beaucoup entendu, il faut bien le dire, mis en garde en disant attention, envoyer des armes dans cette zone du monde, financer des groupes qui sont souvent des groupes radicaux parce qu'ils sont contre Kadhafi, c'est peut-être faire ce qui a été fait en Afghanistan, rappelez-vous, où pour lutter contre les soviétiques, on a couvé des gens qui sont devenus Ben Laden. Oui, mais même Ben Laden. Bon, c'est-à-dire les gens qui ensuite se sont retournés contre nous. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la grenade libyenne a explosé dans la région, et cette région, qui est une région très instable et bordée de pays fragiles, eh bien, est en train de payer les conséquences de cette guerre. Est-ce qu'il est envisageable... Alors, on est en campagne électorale française, ça compte aussi peut-être, parce qu'on a les yeux détournés de l'Afrique et du reste du monde globalement. Est-ce qu'il aurait été envisageable qu'il y ait une intervention française ou là, en l'occurrence, il faut attendre une intervention africaine des pays africains? De toute façon, en campagne électorale ou pas, ce serait la dernière chose à faire, parce que vous avez autour du Sahara un certain nombre de pays qui ont des positions très différentes par rapport au rôle de la France. Un pays comme l'Algérie, par exemple, ne veut pas que la France se réinstalle dans cette zone au motif qu'il y aurait des périls, et ils ont tout fait toujours pour éviter que ça se produise. En revanche, vous avez des pays comme la Mauritanie qui, au contraire, sont engagés dans une lutte très forte depuis quelques années contre ces groupes islamistes, ces groupes radicaux, et il faut aider ces pays-là. Donc je crois qu'on ne peut envisager, on ne doit envisager, nous, en tant que Français, que des opérations indirectes, des opérations de soutien des pays de la région. Ils vont pas tous mal, les pays de la région. Moi, je voudrais pas non plus, si vous voulez, qu'on ait une fois de plus une image de l'Afrique totalement catastrophique. La Côte d'Ivoire va mieux. Le Sénégal vient de connaître une transition démocratique remarquable. La Mauritanie est un pays stable. Alors, bon, on peut contester son caractère démocratique ou pas, mais en tout cas, c'est un pays stable et qui essaie vraiment de se doter d'un outil militaire pour se protéger contre ces phénomènes de déstabilisation. Il faut aider tous ces pays-là, et y compris le Mali, ou ce qu'il en reste, parce que au fond, le sud malien, qui est cette zone du sud, on la voit là comme un peu, je veux dire, avec les files d'attente devant les stations-service, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a des intellectuels maliens. Il y a la formidable biennale de photographie de Bamako. Vous avez des intellectuels maliens, vous avez des femmes militantes, féministes, maliennes, etc., qui étaient de premier plan. Ces gens-là, il ne faut pas les abandonner. Il faut les aider à résister. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment ça qui est en question. Et il y a aujourd'hui une menace quand même islamiste forte, en tout cas de conquête et de charia éventuelle, si la conquête militaire, concrètement. Et il y a des leaders d'AQMI et de l'autre mouvement islamiste qui sont arrivés à Tombouctou. Oui, alors... Si vous voulez, vous avez vu une carte tout à l'heure du Mali. Il y a vraiment deux zones dans ce pays. Il y a deux zones ethniques complètement différentes. Vous avez la zone saharienne du nord et vous avez la zone sahélienne du sud. C'est pas du tout les mêmes peuples. C'est pas du tout la même chose. Donc, si vous voulez, je pense que tout un ensemble, enfin, disons, les plus gros contingents de ces rebelles n'iront pas plus au sud. Ça, j'en suis absolument convaincu. Simplement, vous avez au Mali du sud, donc dans ce pays sahélien, vous avez
une montée ces dernières années d'imams radicaux, de gens qui veulent revenir en arrière sur les droits de la femme, sur tout un ensemble de choses, et qui peuvent se saisir de la proximité des franges islamistes qui seront pas loin pour effectivement s'armer et demander effectivement une radicalisation au Mali, du sud, je veux dire, à Bamako. Ça, il faut l'en empêcher. Il faut l'en empêcher. Mais on ne peut pas le faire directement, nous. On ne va pas envoyer des parachutistes là-bas, ça n'a aucun sens. Imams radicaux, islamisme, ça fait écho aussi à ce qui se passe en France après l'affaire Mohamed Merah. Oui. Évidemment, ça n'a rien à voir. Oui. Mais vous parliez de période électorale tout à l'heure, sur le discours peut-être politique général. Est-ce que le climat, là, il y a eu des arrestations, des mises en examen vraisemblables d'un réseau qui peut-être, enfin bon, qui est peut-être pas aussi dangereux, mais ça reste à vérifier évidemment. Est-ce que ça vous surprend, vous qui connaissez bien cette question? Non, ça ne me surprend pas dans la mesure où, si vous voulez, ces phénomènes dans le Sahara ou dans ces pays proches, forcément ont des conséquences chez nous. Quand on a parlé de Merah et de ses parcours dans le monde, on a parlé de l'Afghanistan, etc. Mais en réalité, il y a aujourd'hui des foyers islamistes militants, j'allais dire, beaucoup plus proches. Et toutes ces zones sahariennes, par exemple, il y a des camps d'entraînement dedans. Il y a des gens qui peuvent effectivement partir de là pour essayer de commettre des attentats en France. Moi, la seule chose qui me gêne, si vous voulez, c'est le calendrier. C'est-à-dire que, bon, pas de l'affaire Merah, ça, je veux dire, il ne dépendait pas de nous. Mais là, sur cette histoire des islamistes, bon, si effectivement ils préparent un attentat, bien entendu, il faut faire quelque chose, un enlèvement. Oui. Voilà. Mais pourquoi maintenant? C'est-à-dire, je pense qu'ils ne sont pas surveillés depuis hier. Tout ça, je veux dire, laisse penser, et c'est dommage, parce que c'est vraiment un sujet qui devrait être un sujet d'union nationale, laisse penser que ça peut être instrumentalisé par un parti contre un autre, par un clan contre un autre, et que ce thème sécuritaire, finalement, c'est celui du candidat, etc. Bon, voilà. Ça, c'est dommage, parce que vraiment, si on se divise face à cette menace, qui est réelle, qui existe, je crois qu'on ne pourra jamais lutter contre elle, et que ces islamistes sont tout à fait capables d'utiliser ces failles dans la société française pour justement pour agir. Donc il ne faut vraiment pas jouer ce jeu-là. Il faut que cette menace ne soit la propriété de personne. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin. Un tout petit mot, Le Grand Cœur. Votre ça roman. n'a rien à voir. C'est très difficile de faire une transition. Ça n'a rien à voir. Ça a l'air superbe. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai voulu me désintoxiquer après avoir été ambassadeur pendant 3 ans dans un pays passionnant qui était le Sénégal. Là, je suis parti à la rencontre d'un personnage de notre histoire, Jacques Coeur, qui est l'homme qui a changé le regard sur l'Orient et qui est passé des croisades à l'échange et qui a reconnu un petit peu la valeur de ce qu'il pouvait y avoir en Orient, et qu'au lieu d'aller conquérir, on fait peut-être bien d'essayer de commercer et de discuter et d'échanger. Voilà. Le Grand Cœur, c'est un roman chez Gallimard. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin d'être venu sur le plateau. Restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ces arrestations d'islamistes et aussi sur l'affaire Bettencourt avec un avocat, Jean-Marc Fédida, et un ancien magistrat, Philippe Bilger. À tout de suite.